Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 100 degrés. On va commencer dans quelques secondes. Alors bonjour, il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tous. On attend 10 ou 15 secondes encore et on va commencer le webinaire. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire 100 degrés. Je me présente, je m'appelle Marianne Boire, je travaille pour M361 et je suis rédactrice en chef de 100 degrés. Alors, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui sur le thème des écrans et de la sédentarité chez les jeunes. Alors, pour commencer, je vous dis en quelques mots, qu'est-ce que c'est 100 degrés? Parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. En fait, 100 degrés, c'est une communauté qui rassemble des gens engagés pour la santé des collectivités. Alors, nous sommes une initiative de M361 et nous sommes soutenus par le gouvernement du Québec, plus précisément le ministère de la Santé. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos panélistes parce que nous avons vraiment de la très belle visite aujourd'hui chez 100 degrés. Deux membres d'un comité de travail de la table sur le mode de vie physiquement actif, un comité de travail qui se penche précisément sur le thème des écrans et de la sédentarité. On le verra dans quelques minutes. C'est un comité qui rassemble plusieurs partenaires venant de différentes organisations au Québec et qui rassemble leur expertise autour de cette thématique. Mais tout de suite, je vous présente nos panélistes. Alors, Félix Berrugan, qui est professeur-chercheur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Félix. Bonjour, Marianne. Merci d'être là. Nous avons aussi avec nous Guy Desrosiers, président-directeur général chez Capsana. Bonjour, Guy. Bonjour, Marianne. Bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. Et nous serons accompagnés de ma collègue Maude Provencher, agente de communication chez M361 et 100 degrés. Et Maude sera notamment très vigilante à suivre vos commentaires en clavardage. Alors, n'hésitez pas s'il y a des problèmes techniques, quoi que ce soit, vous pouvez lui écrire et elle verra de quelle manière elle est en mesure de venir vous aider. Alors, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet pour parler de temps écran et de sédentarité chez les jeunes. On va commencer par Guy. Pardon, avant de poser ma première question à Guy, je veux quand même vous donner une idée de comment ça va se passer. Le webinaire devrait durer environ 50 minutes, mais on a prévu une bonne période là, à la fin pour que vous puissiez vous poser des questions directement aux panélistes. Donc, par le clavardage, vous pourrez vous poser vos questions. On va commencer au début par une petite mise en contexte, puis définir quelques concepts scientifiques et des enjeux, parce que vous allez voir, c'est un beau mélange de sciences, de connaissances et de pistes d'action qu'on vous a préparé aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que la science constate sur les liens entre la sédentarité et l'usage des écrans chez les jeunes. Et ensuite, on va passer à les pistes d'action concrètes parce qu'on sait que plusieurs d'entre vous, là, c'est une grande préoccupation et que vous cherchez des solutions pour venir en aide, soutenir vos jeunes, bien les accompagner, que ce soit vos jeunes dans vos familles ou dans les écoles ou dans les milieux où vous travaillez. Alors, on commence tout de suite avec une question pour Guy. Guy, j'aimerais d'abord que tu nous racontes là, qu'est-ce qui a amené la table sur le mode de vie physiquement actif à se pencher sur le thème de la sédentarité et des écrans et à rassembler des partenaires pour travailler sur cette thématique-là? Ben, essentiellement, c'est deux choses. Bon, d'abord, il y a eu la création là, de la table sur le mode de vie physiquement actif, qui est, comme vous le savez peut-être, là, qui regroupe plus d'une quarantaine d'organisations publiques et des ONG qui s'intéressent au mode de vie physiquement actif. Cette table-là est présidée par Sylvie Bernier et coordonnée en co-coordination par Maud Gingras du ministère de l'Éducation et par Emmanuel Bernard là, du ministère de la Santé. Et nous, Capsana, on s'intéresse à ce phénomène-là depuis 2013 environ. Puis, en recherche et développement, on a soumis un projet au secrétariat à la jeunesse d'une initiative qui porte le nom de Pause, dont on vous parlera un peu plus tard. Et en 2019, donc, Sylvie Bernier m'invite à la TMVPA pour présenter nos travaux
Et suite à cette présentation-là, le comité, la TMVPA suggère de créer un sous-comité écran et sédentarité. Et c'est grâce au financement donc, du ministère de l'Éducation et du ministère de la Santé que les sous-comités peuvent faire des projets. Et c'est dans le cadre de ces appels à projets-là que nous avons réussi à travailler avec Félix et son équipe de l'Université de Sherbrooke sur les travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, vous travaillez déjà depuis 2013 chez Capsona sur la problématique des écrans chez les jeunes. Qu'est-ce que vous avez pu constater dans ces dernières années des effets des écrans sur les jeunes? Bien, d'abord, rappelons que l'omniprésence partout des écrans, c'est quelque chose qui est quand même récent, là. Ça s'est fait avec l'évolution technologique, évidemment. Comme vous le savez, le premier cellulaire en 1973 pesait presque 2 livres, coûtait 1 500 $. Puis à un moment donné, puis cette machine-là, il fallait que tu restes près d'une tour pour que ça fonctionne, puis ça avait une batterie de 30 minutes. Mais c'est vraiment avec l'évolution de la technologie. En 2008, là, vous vous souvenez, au Canada, l'arrivée du premier iPhone, Android a suivi rapidement et toutes les autres compagnies sont apparues. Et rapidement, grâce à la compétition, c'est devenu de plus en plus abordable. La revente fait en sorte qu'aujourd'hui, les cellulaires sont entre les mains de tout le monde, pratiquement. On parle de, comme vous le voyez ici, là, sur la courbe au centre, c'est passé de 53 % en 2015 à 84 % en 2022 pour tous les adultes québécois. Et quand on parle des jeunes, là, le 18-34 ans, vous voyez, c'est 98 % d'entre eux qui possèdent un appareil cellulaire. Et ces appareils-là, comme vous le savez, c'est une multitude de fonctionnalités, hein. Des applications de toutes sortes. Charles Tisser dirait c'est fascinant. On peut tout y voir, on peut plus s'en passer, en fait, et c'est comme ça que ça a été conçu. On a ici juste un petit aperçu de tout ce qu'on peut y trouver. Et là, si on avait mis tous les logos, on en aurait des pages et des pages. Toutes ces apps d'utilité, des apps de divertissement, les réseaux sociaux, les contenus. Avec ça, maintenant, on n'a même plus besoin de se rendre à la banque, d'aller à l'épicerie, d'aller au cinéma, d'aller à la pharmacie. On n'a même plus besoin d'aller se rencontrer pour se voir. Tout ça se fait maintenant dans le confort du foyer, assis dans son sofa au bout d'un écran. Et c'est comme ça que ces solutions-là ont été conçues. C'est pour nous garder captifs à l'écran. Bien que le temps d'écran ne soit pas le seul facteur à considérer, là, on vous rappelle souvent qu'il faut parler du temps d'écran, mais il faut aussi parler du moment, à quel moment ça a lieu, et du contenu, de l'usage qu'on en fait. Il y a tout de même une étude de la Direction régionale de santé publique de Montréal qui nous a fait une évaluation en plein cœur de pandémie, après une année après la pandémie, pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'usage des écrans chez les adolescents. Alors, c'est une étude qui s'est faite dans la région de Montréal et le portrait que nous avons là persiste, à savoir 7 ados sur 10 ont beaucoup augmenté leur utilisation d'au moins une solution, un ado sur 4, donc 25 % de tous les ados ont augmenté l'usage de 3 types de solutions. Et c'est en termes de durée d'utilisation, c'est 27 % qui l'utilisent à raison de 5 heures et plus par jour durant les jours de semaine et 44 % durant les jours de fin de semaine. Il y a seulement 12 % qui l'utilisent moins de 2 heures par jour en semaine et 8 %, évidemment, on l'utilise plus la fin de semaine lors des temps libres. Et il y a une similarité chez chacun, c'est qu'ils nous disent, à 40 % d'entre eux nous disent qu'ils sont parfois ou souvent tannés de leurs écrans. Alors, c'est tout de même une réalité. Et cet usage important-là peut, lorsqu'on en abuse, peut générer certains méfaits. Vous en avez entendu parler. Et quand on parle de générer, on ne parle pas de lien causal. C'est une relation entre l'augmentation de l'usage, la possibilité de développer davantage
d'anxiété, de difficultés langagières, de stress, d'isolement, problèmes de santé oculaire, etc. Et évidemment, la sédentarité, le thème central de notre discussion d'aujourd'hui. Et sur cette belle intro, je passe la parole à mon collègue Félix. Bien, merci beaucoup, Guy, parce que ça nous met vraiment, ça met la table là, au sujet du webinaire aujourd'hui sur la sédentarité, les liens entre la sédentarité et l'usage des écrans chez les jeunes. Félix, tu vas nous présenter les résultats d'une revue de littérature, mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, là, j'aimerais ça que peut-être que tu nous aides à comprendre la différence entre le concept de sédentarité et d'inactivité physique. Avec plaisir. Puis en fait, la différence qui existe entre la sédentarité et l'inactivité physique, c'est une des problématiques qu'on rencontre dans la recherche. Puis c'est une des problématiques qu'on rencontre aussi dans les études qu'on fait dans la population en général. Donc, c'est bien important de comprendre que la sédentarité, là, en gros, c'est le temps qu'on passe assis. C'est un état d'éveil qui implique une faible dépense d'énergie énergétique qui se fait en position assise, inclinée ou allongée. Alors que l'inactivité physique, qui est souvent utilisée de façon synonyme avec la sédentarité, c'est le fait de ne pas rencontrer les recommandations en matière d'activité physique. Donc, par exemple, pour les jeunes, de faire 60 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Donc, quand on souhaite s'attaquer à la sédentarité, il faut considérer et l'inactivité physique et aussi toutes les activités physiques d'intensité légère qu'on fait au cours d'une journée qui nous amènent finalement à être moins sédentaires. C'est très intéressant comme distinction, mais est-ce qu'il existe des recommandations là, en matière de sédentarité? Des recommandations officielles? Au Canada, on a les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Puis ce qui est bien, c'est justement que ces directives-là, elles sont sur toute la journée. Donc, elles intègrent autant l'inactivité physique, donc les recommandations liées à la pratique d'activité physique. Elle intègre une composante qui est associée à bouger, donc les activités physiques d'intensité légère. Elle intègre le sommeil et elle intègre les comportements sédentaires. Si on s'attarde plus particulièrement à ces différentes recommandations-là, bien, on peut voir que tout ce qui est de l'activité physique d'intensité moyenne à élevée, bien, c'est assez bien documenté où il y a des règles des balises relativement précises dans les recommandations. C'est le même cas pour ce qui est du sommeil. Par contre, une des limites de nos recommandations, c'est que les activités de faible intensité ou les comportements sédentaires, on est encore avec des balises très, très larges qui ne permettent pas nécessairement de bien se situer sur les cibles à atteindre. Fait que ça, c'est un enjeu qu'on rencontre. Par contre, dans la littérature relativement récente, sont apparues de nouvelles recommandations pour les écoles. C'est en 2022 qu'un groupe d'experts s'est penché sur des recommandations spécifiques au milieu scolaire. Et là, c'est probablement très, très petit pour lire, mais juste attirer votre attention que là, on parle, par exemple, pour les jeunes de 5 à 11 ans, d'avoir des pauses actives à chaque 30 minutes dans la journée scolaire et, par exemple, pour les jeunes de 12 à 18 ans, des pauses à chacune des heures. Puis, il y a plein d'autres recommandations qui sont faites par ces experts-là pour diminuer la sédentarité à l'école. Fait qu'on espère dans les prochaines années que ça va s'élargir puis pouvoir s'appliquer à l'ensemble de la population. C'est intéressant de voir ces considérations-là, ces recommandations-là, mais si on donne plus d'informations aux jeunes, est-ce que ça peut aider à lutter contre les problèmes de sédentarité? Bien, en fait, quand je parlais de définition puis que c'est un enjeu dans la population, je pense que déjà conscientiser les jeunes à la différence qui existe entre la sédentarité et l'inactivité physique, c'est un pas dans la bonne direction. Il y a déjà quelques années, il y a une étude qui s'est rendue compte que il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas être sédentaires parce qu'ils font, par exemple, 1 heure de course par jour ou ils font leur activité physique d'intensité modérée à élevée, alors qu'ils peuvent être considérés sédentaires parce qu'ils sont assis le reste de la journée. Et c'est ce qu'on appelle des active couch potatoes, donc des patates de divan actives. Et c'est ce qu'on rencontre quand on fait des entretiens ou des groupes de discussion avec des jeunes, c'est que les jeunes nous disent, bien, moi, je ne suis pas sédentaire parce que je joue au hockey 1 fois par jour ou j'ai mon entraînement de basket. Puis quand on leur explique que finalement, le fait qu'ils soient assis tout le reste de la journée fait d'eux des gens sédentaires. Ils ne sont peut-être pas inactifs, mais ils sont sédentaires. Donc déjà, ça, c'est un pas dans la bonne direction. C'est vraiment intéressant, mais dans le fond, là, les recherches que tu nous présentes, ça nous permet de faire la distinction entre la sédentarité et l'inactivité physique.
Mais ça ne doit pas être facile de mesurer tout ça. Puis là, on va voir dans quelques minutes les résultats de votre revue de littérature, puis ensuite, on va passer à des pistes d'action concrètes. Mais juste avant qu'on passe aux résultats plus précis, j'aimerais savoir, c'est quoi les limites ou les défis là, auxquels la science fait face quand elle veut mesurer ce genre de choses-là? Bien, le défi, Guy l'a un peu mentionné en introduction, hein, c'est l'omniprésence des écrans. Puis ça me fait toujours rire de voir quand je vais dans les magasins d'électroménager que maintenant on a des écrans sur nos frigos, on en a dans nos autos, dans nos chambres, dans nos salons, dans nos cuisines. Puis en fait, on a des écrans dans nos poches. On traîne les écrans avec nous quotidiennement. Ça fait en sorte que c'est très difficile de documenter parce qu'il y en a tellement. Il y a la diversité des écrans, le cellulaire, l'écran d'ordinateur, la télévision. Puis souvent même, on a des écrans qui sont regardés en même temps. Donc, on voit des étudiants, nous, ici à l'université, être sur leur cellulaire en même temps qu'ils regardent leur écran d'ordinateur. Et aussi la nature de l'utilisation de ces écrans-là. Souvent, dans la littérature, on va distinguer entre l'utilisation pour les loisirs de l'utilisation pour le travail ou pour l'école. Alors que quand on se questionne sur la sédentarité, bien, les deux sont importants. Si je suis assis devant mon écran et je fais des devoirs, je suis quand même sédentaire. Donc, c'est vraiment des choses qui ne sont pas faciles à mesurer, là, hein? C'est ce qu'on comprend. Mais toi, avec ton équipe de recherche, vous avez fait une revue de littérature pour mieux comprendre justement les liens entre la sédentarité et l'usage des écrans. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les constats que vous avez faits à la suite de cette revue de littérature? Tout à fait. Avant de faire ça, par contre, je vais vous dire, dans la littérature, il existe aussi certaines limites pour interpréter justement ces résultats-là. C'est très difficile, malgré le fait qu'on ait des outils aujourd'hui qui nous permettent de documenter assez précisément la sédentarité, puis par exemple, les moments où sont utilisés différents écrans, de jumeler ces moments-là. Puis je donne un exemple classique, quand je laisse ma fille proche de l'école, bien, elle marche jusqu'à l'école, mais elle regarde son téléphone en même temps. Donc, c'est du temps d'écran non sédentaire. Fait que de jumeler les mesures, c'est jamais très évident. Également, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a aussi la littérature, peu d'études qui ont été faites sur le sujet. Maud, si tu peux avancer la diapositive. Donc, je vous présente ici le nombre d'études qui ont été faites chez les jeunes qui concernent l'activité physique, seulement la sédentarité, seulement l'utilisation des écrans et celles qui jumellent écran et sédentarité. Et ce qu'on peut constater quand on fait une revue de littérature, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Puis même quand on épluche celles qui sont là, bien, c'est très difficile ou des fois, il y a beaucoup de limites à ces études-là qui nous permettent de mettre de l'avant ces différents constats-là. Donc, si on passe maintenant aux principaux constats. Donc, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu une augmentation de la sédentarité chez les jeunes au cours des dernières années. Donc, plusieurs études se sont intéressées à documenter la sédentarité. Puis ici, c'est un exemple d'une étude qui a comparé des jeunes en 2005 à des jeunes en 2018. Pour vous donner une idée, en 2005, le téléphone le plus populaire était le Nokia 1110, que je n'ai pas connu, que je ne me rappelle pas. Et en 2018, c'était le iPhone 7 qui était le plus populaire. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que chez les jeunes de 9 ans, il y a eu une augmentation de 29 minutes par jour de sédentarité. Et chez les jeunes de 15 ans, bien, il y a eu une augmentation de 21 minutes de sédentarité par jour. Par contre, les auteurs n'ont pas mesuré la proportion du temps qui était accordé de cette sédentarité-là, qui était associée à l'utilisation d'un écran. Bien qu'ils mettent de l'avant dans leurs hypothèses pour expliquer la sédentarité, ça n'a pas été mesuré. Donc ça, c'est un premier enjeu. Une question qu'il faut se poser, c'est quel pourcentage occupe l'utilisation des écrans dans l'ensemble des comportements sédentaires? Donc, avant de donner la réponse, je poserai à l'auditoire. Donc, je vous invite à vous prononcer sur le sondage qui est apparu à l'écran. Donc, dans l'ensemble des comportements sédentaires, quel pourcentage est consacré à l'utilisation des écrans? Je pense qu'il faut que je réponde, sinon il va rester là. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que... Ah, là, moi, je ne vois pas la réponse. Peut-être que Maude peut nous écrire la réponse du sondage parce que nous, on ne le voit pas en ce moment. Donc, sinon, en fait, la diapositive suivante, Maude, tu peux passer. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de tous répondre. Donc, en 2010, en 2010, ce qu'on notait, c'est que les jeunes étaient en moyenne sédentaires 9 heures par jour.
Ce qu'on constatait, c'est que les jeunes sont moins sédentaires les fins de semaine, puis que l'utilisation des écrans prenait plus de place lors de la fin de semaine. En 2010, c'est 40 du temps qu'on passait sédentaire qui était associé à l'utilisation d'un écran. Nous, on a des données plus récentes qui ont été recueillies au Québec et la valeur qu'on obtient, c'est en réalité 57 des moments sédentaires au cours d'une semaine qui sont associés à l'utilisation d'un écran. Puis ça, encore une fois, il y a beaucoup de variations parce que là, c'est tous les comportements sédentaires. Donc, j'inclus à l'intérieur de ça, par exemple, le temps passé à l'école. Mais quand on regarde juste le loisir, c'est jusqu'à 65 qui est associé à une utilisation des écrans. Ce qui veut dire que les loisirs sédentaires, comme dessiner, lire un livre, ont beaucoup diminué en importance au cours des dernières années. Un autre constat qu'on fait dans la littérature, c'est l'utilisation des écrans et l'inactivité physique. Donc ici, je vous présente un graphique. Les courbes en pointillés montrent sur une période de 3 ans l'augmentation du temps d'écran chez les filles et les garçons. Et les courbes pleines, noires et grises, montrent la diminution, finalement, de l'activité physique d'intensité modérée à élevée chez les garçons et chez les filles. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande augmentation du temps d'écran que une diminution de l'inactivité physique, une augmentation de l'inactivité physique chez les jeunes. Ce qui veut dire que le temps d'écran, oui, a eu un impact sur l'inactivité, mais il est plus ou moins grand. Moins grand, en tout cas, à ce qu'on pourrait s'attendre. Puis nos études au Québec montrent à peu près la même chose. Donc, Maud, si tu peux passer à la diapositive suivante. Donc, un premier graphique avec les colonnes en bleu qui nous montre, entre autres, une valeur qui est associée à une utilisation problématique d'Internet. D'accord? Plus la valeur est haute, plus Internet interfère avec différentes sphères de ma vie. Et plus finalement la valeur diminue, moins Internet influence de façon négative ma vie. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que moins Internet a d'influence sur ma vie, plus je suis un jeune actif. Et à gauche, en fait, à votre droite, pardon, vous avez des graphiques qui mettent en relation la rencontre des recommandations en matière d'activité physique et les recommandations en matière de temps d'écran. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui respectent les recommandations en matière de temps d'écran sont plus nombreux à rencontrer les recommandations en matière d'activité physique. Et on peut voir vraiment dans le graphique du bas qui concerne la fin de semaine, c'est que vraiment, on a à peu près 70 des jeunes qui ne rencontrent pas les recommandations en matière de temps d'écran. Ce que Guy présentait tout à l'heure, donc le temps d'écran est vraiment présent dans la vie des jeunes, puis c'est à se questionner, entre autres, sur la place des recommandations qui disent de ne pas dépasser 2 heures. Un autre constat qu'on fait, selon moi, c'est celui qui est le plus parlant. Puis peu d'études l'ont documenté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand je vous dis que le temps d'écran influence, mais influence peu le nombre de minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée au cours de l'adolescence, bien, ce graphique-là le montre ici en jaune-vert, que l'activité physique d'intensité modérée à élevée, elle ne semble pas si affectée que ça de 12 à 16 ans. Il y a une légère diminution, mais ce qui semble vraiment avoir disparu, c'est les activités physiques d'intensité légère. Cuisiner, jardiner, sortir marcher pour promener son chien. Donc, la relation est vraiment plus forte avec cette augmentation des comportements sédentaires-là et finalement, parallèlement à ça, une diminution importante des activités physiques d'intensité légère. Donc, comme je vous disais au départ, il faut s'attaquer aux 2 volets, l'inactivité physique, puis pour la sédentarité, mais par le volet activité physique d'intensité modérée à élevée, mais aussi tout ce qui est activité physique d'intensité légère qu'on peut faire au courant d'une journée. Bien, c'est vraiment intéressant. C'est des nuances très éclairantes là, que tu nous apportes là, Félix, mais si on voulait résumer là, les constats de votre revue de littérature, là, la fameuse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il existe un lien clair entre l'utilisation des écrans et de la sédentarité chez les jeunes? Bien, le lien est clair. Par contre, la taille d'effet, c'est-à-dire l'effet du temps d'écran sur les comportements sédentaires, varie beaucoup d'une étude à l'autre. Certains montrent que c'est un effet modéré, d'autres un effet plus grand. Et tout ça, c'est dû finalement à la diversité des écrans, à la difficulté de comptabiliser les moments sédentaires. Mais on est relativement sûr que l'écran joue un rôle relativement important dans l'augmentation des temps sédentaires qu'on a observés au cours des dernières années.
Donc, maintenant qu'on a fait ces constats-là, on a des connaissances qui nous éclairent là, sur la problématique, mais qu'est-ce que les études recommandent? Bien, les études n'ont pas souvent des recommandations extrêmement précises. Ils ont ce qu'on appelle des facteurs de protection. Et un de ces premiers facteurs de protection-là, c'est la prise de conscience, ou en fait, l'idée d'être conscient du temps qu'on passe devant les écrans et l'idée qu'on prenne conscience du temps qu'on passe sédentaire. Ici, je vous donne un exemple, puis pour favoriser cette prise de conscience-là, c'est un exemple que moi, je fais avec mes enfants. Donc, vous avez un exemple ici, le iPhone de Ju, qui est Juliette, ma fille. Et quand je trouve qu'elle passe trop de temps devant les écrans, ce que je fais, c'est que, étant donné que j'ai le contrôle sur son temps d'écran, je prends une photo de son temps d'écran, puis je lui envoie par texto. Puis souvent, je la vois finalement descendre de sa chambre, puis passer à des activités autres que des activités devant l'écran. Fait que déjà, souvent, dans beaucoup d'études, la première étape qu'on va faire, c'est dresser un portrait de nos temps d'écran, de notre temps sédentaire. Fait que ça, c'est favoriser cette prise de conscience-là, c'est un des facteurs qu'on voit qui semble favoriser une diminution du temps d'écran et du temps lié à la sédentarité. Puis le deuxième, finalement, c'est aussi d'être un modèle, que ce soit un modèle parental, mais aussi des modèles qui sont à l'école. Puis là, je vous mets mon iPhone à moi pour la même semaine que Juliette. Mais ce n'est pas tout d'être un modèle parce que vous pouvez voir quand même qu'on est relativement différents. Donc, il y a d'autres actions à mettre en place. Puis deux autres facteurs qui ressortent aussi beaucoup dans la littérature, c'est l'importance des activités sociales en présentiel. Parce que dans les études qu'on a réalisées jusqu'à maintenant, puis entre autres des groupes de discussion que j'ai menés il n'y a pas si longtemps, une des raisons les plus fréquemment mentionnées par les jeunes pour être sur les écrans, c'est être avec leurs amis. Fait que si on est capable, comme adultes, de leur donner des opportunités d'être avec leurs amis, mais pas avec les écrans, donc de faire du transport, soit pour qu'ils se rendent chez leurs amis, pour qu'ils aillent finalement marcher au centre d'achat ou qu'ils aillent aussi faire d'autres activités ensemble, ça semble être un facteur qui diminue effectivement le temps passé devant un écran puis qui diminue aussi la sédentarité. Et un dernier facteur qui est recensé dans la littérature, c'est l'idée de participer à des activités physiques organisées. Donc, de participer à des activités, d'être dans un club sportif, puis également aussi de planifier ces activités-là dans nos horaires. Donc, ça aussi, c'est important de planifier des moments où on est moins sédentaire, des moments où on est devant les écrans, puis les raisons pour lesquelles on va devant ces écrans-là pendant les moments qu'on choisit. Ouais, c'est vraiment intéressant ça. Puis je vois les gens qui réagissent dans le clavardage et qui certains partagent eux-mêmes leurs trucs pour aider favoriser la prise de conscience ou limiter l'usage des écrans chez les jeunes. Mais est-ce que les écrans peuvent jouer un rôle positif dans la lutte à la sédentarité? Bien, ce qu'on connaît en date d'aujourd'hui, sur le rôle que peuvent jouer les écrans est beaucoup plus lié à la pratique d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Il y a beaucoup plus d'études qui sont intéressées à dire est-ce que je peux cumuler plus de minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée à l'aide d'un écran. Mais aujourd'hui, beaucoup d'applications de montres intelligentes nous permettent de nous rappeler de nous lever à chaque heure, par exemple. Donc, ont aussi un impact sur la sédentarité, mais ça a été beaucoup moins documenté. Puis nous, on a réalisé une étude au Québec, donc vous voyez les résultats là, mais qu'on montre assez clairement que bien, les jeunes qui affirment utiliser une application ou un outil technologique sont plus nombreux à rencontrer les recommandations en matière d'activité physique. Donc, il semble y avoir un effet positif, mais jusqu'à maintenant, sous l'angle de la sédentarité, ça n'a pas été étudié tant que ça. Oui, c'est vraiment intéressant ce qu'on sait, ce que la science découvre, ce qu'on voudrait savoir, ce qui reste à découvrir et à creuser encore. Mais là, je suis certaine là, que dans tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, il y en a plusieurs qui veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi bon, tu nous as parlé des facteurs de protection, on vient déjà d'en parler, mais est-ce qu'il existe des outils concrets, des ressources? Alors, qu'est-ce qui est à notre portée, là, surtout dans un contexte québécois? Alors, Guy, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui existe pour les parents ou les éducateurs pour aider les jeunes à diminuer leur usage des écrans? Bien, évidemment, vous ne serez pas surpris. Là, je vais vous parler d'une de nos initiatives chez Capsana qui, en passant, on a eu la question, j'ai vu passer, qu'est-ce que c'est cette bébite-là, Capsana? C'est une organisation à vocation sociale qui est rattachée
l'Institut de cardiologie de Montréal, la division de la prévention, on est derrière des campagnes, là, notamment là, les campagnes comme J'arrête, j'y gagne ou montougo.ca. Et la campagne Pause, qui est une initiative, en fait, c'est plus qu'une campagne de communication, c'est qui a été réalisée grâce au secrétariat à la jeunesse et au ministère de la Santé. On fait la promotion d'une utilisation équilibrée d'Internet et des écrans. C'est pour prévenir les risques qui sont liés à cette fameuse hyperconnectivité là, dont on parlait tout à l'heure. Il faut profiter des avantages d'Internet sans en subir les méfaits. Donc, reprendre le contrôle de notre utilisation des écrans, puis donner priorité aux connexions qui nous font du bien, qu'elles soient en ligne ou hors ligne, parce qu'elles sont bénéfiques, ces solutions-là en ligne aussi, lorsqu'elles sont bien utilisées. Donc, c'est une campagne de communication auprès des jeunes. C'est aussi un site de référence. J'ai vu plusieurs questions tout à l'heure passer et plusieurs questions qu'on a reçues d'avance qui sont répondues sur le site Internet de Pause, où là, on propose des outils, des solutions, tant pour les parents que pour les intervenants. On va en voir quelques-unes. Vous voyez, dans la section où on est en ce moment, configurer les appareils. Tout à l'heure, j'ai vu comment est-ce qu'on fait pour aller voir les appareils. Bien là, vous allez avoir des conseils pour comment le faire. Donner l'exemple. Première chose importante, comme parent, Félix l'a nommé aussi tout à l'heure, donner l'exemple, améliorer ses habitudes, du contenu pour agir, établir des règles. Comment le faire progressivement, le faire selon les groupes d'âge aussi. Les conseils aux parents 0-5 ans, c'est différent de 6-12 ans, puis c'est différent aussi chez l'adolescent. Alors, je vous invite à aller fouiller de ce côté-là et vous allez y trouver, j'ai vu la majorité des questions que j'ai vues passer à date, vous avez ici là, sur notre site web beaucoup de réponses à vos questions, des trucs, des conseils, tant pour, encore une fois, les groupes d'âge, parce que c'est important de bien agir. Chez Pause, on fait aussi des événements. Hein, faut passer à l'action. Des événements comme le 24 heures Pause. Celui en famille va arriver bientôt en mai. Je vous invite à surveiller ça parce que c'est aussi une façon d'en parler avec ses enfants et de se donner un défi collectif en famille. Donc, vous avez vu, là, juste, ça vient de passer, le 0-5 ans, peut-être si on pouvait redescendre un petit peu. Merci beaucoup. Le 0-5 ans. Comment on aborde, c'est quoi la réalité pour les 0-5 ans, les 6-12 ans. Le plan de match numérique, lorsqu'on est avec un ado, on est rendu plus loin, là où on a une sorte de contrat, une entente familiale. Il y a aussi des activités chez Pause dans des milieux spécifiques. Je vois qu'on a des gens qui viennent des milieux comme des maisons de jeunes. Alors, il y a dans des milieux des activités, le milieu scolaire, les camps, milieu scolaire et postsecondaire, les camps. Il y a aussi un événement de déconnexion destiné aux jeunes qui est à l'automne. On peut se lancer des défis. Il y a aussi un répertoire de ressources. C'est important de le nommer parce que les gens se demandent qu'est-ce qu'on peut faire dans notre région est-ce qu'on est rendu à l'intervention? Est-ce qu'on a besoin d'aide? Et là, toujours sur le site Pause, vous allez trouver une section qui s'appelle ressources et qui vous permet de localiser également, géolocaliser des ressources accessibles dans votre région, incluant évidemment la problématique qui pourrait se rendre jusqu'à l'aide face à une dépendance importante. Alors là, vous aurez accès, vous pourrez trouver, les références pour votre région. Ah ben, c'est des outils, des ressources qui vont être certainement extrêmement intéressantes pour tout le monde qui nous écoute. Puis, de toute façon, vous allez aussi recevoir la présentation après la diffusion. Donc, il y aura plusieurs liens là, que vous pourrez consulter pour explorer tout ça. Alors, merci beaucoup, Guy, pour ce tour d'horizon. Puis, on va bientôt passer à la période de questions. Mais avant tout, j'aurais une dernière question pour Félix. J'aimerais savoir c'est quoi les prochaines étapes là, pour le comité de travail là, après cette revue de littérature, le travail qui a été fait tout le monde ensemble. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite?
Ben, comme on le fait souvent, après un état de la situation, donc ce que la revue de littérature nous a permis de faire, puis on a regardé aussi à travers ça, puis j'en ai peu parlé aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais des interventions visant à diminuer l'impact de l'utilisation des écrans sur la sédentarité. Ben, la première étape, ça va être de rendre disponible cette revue de littérature-là, donc on termine, mais on va mettre prochainement en œuvre un projet visant à co-construire avec des jeunes du milieu scolaire au secondaire des stratégies visant à diminuer l'utilisation, l'impact négatif que peut avoir l'utilisation des écrans chez la sédentarité. Puis ça, en soi, c'est une stratégie qui est assez novatrice parce que souvent, on développe des interventions comme chercheur, mais on implique peu ou pas notre public cible. Donc, là, dans cette étude-là, ce qu'on cherche à faire, c'est travailler avec les jeunes, en fait, plus les accompagner, mais que les stratégies viennent de eux et qui en parlent justement à leurs confrères, consoeurs, puis que ça ait un effet, et qu'on va documenter, puis on va mettre en place cette stratégie-là avec eux. C'est un peu ça aussi l'idée quand on fixe des règles avec notre enfant, c'est de les co-construire. Puis on voit souvent que ça a plus d'effet que quand ils viennent seulement de l'adulte. C'est les prochaines étapes qui s'en viennent. Ben, c'est vraiment intéressant de savoir que les jeunes vont être impliqués dans ces prochaines étapes-là. On va passer à la période de questions. Vous êtes nombreux à poser des questions dans le clavardage. On vous avait aussi demandé à ceux qui le souhaitaient de nous envoyer des questions à l'avance. Alors, on va faire un petit mélange des deux. On a quelques questions qui nous ont été envoyées à l'avance, mais évidemment, on va en prendre là en direct. Dans les questions qui nous avaient été envoyées à l'avance, là, il y avait plusieurs questions qui portaient sur la question de la cyberdépendance. Les gens se demandaient, c'est quand la limite entre la cyberdépendance et l'usage des écrans? Trop d'écrans, oui, mon enfant utilise trop les écrans, mais est-ce qu'on est déjà rendu à la cyberdépendance? Donc ça, je pensais peut-être que Guy, tu pourrais nous éclairer à ce sujet-là? Oui, ben d'abord, il faut dire que c'est pas si fréquent que ça. Je sais que tout le monde peut vouloir dire, moi, mon jeune, il est cyberdépendant, il est toujours sur son écran. Il faut d'abord se dire qu'aujourd'hui, les écrans sont là pour rester. Aujourd'hui, c'est un mode de communication. À l'époque, on était peut-être une demi-heure au téléphone avec des amis. Mais aujourd'hui, on l'est encore. Puis c'est un téléphone avec fil, là, il fallait se le passer. Mais là, on en a chacun un. Puis ça fait partie de la vie. Donc, faut pas dramatiser. D'abord, par ailleurs, quant aux critères, ben, c'est une présence continue pendant au moins 12 mois de 3 grands critères essentiellement, que sont l'obsession. Donc, ça devient une obsession chez l'individu. Il y a une perte de contrôle. J'ai essayé de diminuer, je ne suis pas capable. Même au contraire, ça continue à augmenter. J'en ai toujours besoin d'un peu plus. C'est comme une drogue, hein, sans substance. C'est une dépendance comportementale. Et que ça a des répercussions sur sa vie. Ça peut être des répercussions physiques, ça peut être des répercussions sur son travail, sur l'école, sur ses résultats scolaires, sur ses relations dans amis, famille. Alors, ça prend la composante de ces trois éléments-là. Et il ne faut pas, encore une fois, il ne faut pas dramatiser la situation. J'insiste là-dessus. J'ai vu une question tout à l'heure passer pour les écoles. Bientôt, là, sur le site, encore une fois, de Pause, dans la section intervenants, vous verrez apparaître des guides informatifs destinés, 2 guides distincts, un pour les services de garde et un autre pour les écoles primaires qui va être bientôt disponible évidemment gratuitement, qui va être sur le site web de Pause et que je vous invite à aller voir, là, parce que j'ai vu la question passer tout à l'heure. Par ailleurs, dites-vous comme parent que vous n'êtes pas incompétent. Dites-vous que face à vous, l'autre bord, là, les développeurs de solutions, ils ont des millions de dollars pour créer des solutions captivantes qui nous gardent motivés à rester à l'écran. Alors, il faut essayer des choses, puis il faut y aller, je vous dirais, selon les groupes d'âge. Encore une fois, les conseils, je vous invite à aller les voir parce qu'on y a travaillé fort pour les adapter selon les groupes d'âge. Puis, il ne faut pas faire d'amalgame, encore une fois. Puis, il ne faudrait surtout pas avoir un discours où on a le discours des vieux qui dit « reviens dans le monde réel ». Les écrans, c'est très réel. Il y a quelqu'un à l'autre bout de la ligne, il y a quelqu'un à l'autre bout de cet écran-là. Et c'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut éviter ce genre de discours-là qui braque un peu la discussion. Il faut être très ouvert, il faut s'intéresser à ce que font nos jeunes, puis il faut en définir
en fait, tout à l'heure, j'ai vu aussi une question sur le rôle parental. Vous avez tout à fait raison, mais il faut aussi se donner des environnements qui sont favorables à ça. Par exemple, le soir, quand on s'en va se coucher, ben, il faut que l'environnement du dodo ne soit pas un environnement avec des écrans accessibles. Idéalement, les écrans ne sont pas dans les chambres à coucher quand on s'en va se coucher. 1 heure avant le dodo, vous l'avez déjà entendu, il ne faut pas d'écran. Même avant l'école aussi, hein, vous savez, c'est très difficile pour un prof de concurrencer une solution comme Fortnite ou des réseaux sociaux qui sont super stimulants, comme TikTok, par exemple, aussi, avant les classes. Le prof a de la difficulté, puis c'est bien normal, à rivaliser avec cette hyper-stimulation-là. Et pendant les repas aussi, vous avez déjà entendu parler, là, les 3 zéros, là, 0 le matin en se levant, 0 le soir en se couchant, puis 0 pendant les repas. C'est comme 3 petites règles de vie familiale qu'il faut se donner. Puis c'est sûr que c'est une autre habitude de vie qui s'installe et qu'il faut installer. Et comme parents, je sais, on n'a pas eu ce modèle-là, on n'a pas eu à voir de nos parents faire cette gestion-là. Il faut un peu la développer. Et c'est un peu le but de Pause, là, de vous aider dans ce développement-là de cette norme familiale-là, cette nouvelle habitude de vie-là qu'il faut bien établir dans notre foyer. Merci Guy pour ta réponse généreuse, tes conseils. Je suis certaine que ça va beaucoup aider les gens et effectivement, là, aller sur Pause pour chercher des réponses encore plus détaillées là, par cible d'âge, comme le soulignait Guy. Une question qui est revenue souvent aussi dans les questions qu'on a reçues à l'avance et je pense avoir vu aussi passer des choses par rapport à ça dans le clavardage, c'est les liens entre l'usage des écrans puis la santé mentale. Certains se demandent est-ce qu'il y a un lien entre les deux, plus précisément l'anxiété, la dépression. Félix, est-ce que la science a des données là-dessus? Oui, en fait, il y a certaines évidences. C'est certain que quand on s'intéresse à la santé mentale, la problématique va vraiment plus qu'au-delà du temps d'utilisation. Donc, on va s'intéresser à la nature, au contexte, comme Guy en a déjà parlé. Les données qu'on a, nous, qu'on a réalisées dans une enquête auprès de 3000 jeunes au secondaire, montrent que plus l'utilisation d'Internet ou des écrans est problématique, plus on voit une diminution de l'estime de soi, plus on voit une augmentation des symptômes d'anxiété chez ces jeunes-là. Plus le temps aussi est associé, il y a un temps d'utilisation qui est grand, plus on voit aussi cette variation-là au niveau de l'estime de soi et de l'anxiété. De plus en plus d'études, nous, on ne s'est pas encore intéressé à ça, mais les symptômes de dépression. Donc, les symptômes de dépression sont plus élevés chez les gens qui passent plus de temps en ligne. Puis une des dernières études que je vous ai présentées, entre autres, où on voyait la diminution des activités physiques d'intensité légère, bien, dans cette étude-là, ils ont montré qu'à chaque tranche de 10 minutes que j'ajoute d'intensité légère, je diminue de 1 point sur l'échelle de dépression, de risque de faire une dépression. Donc, il y a vraiment aussi comme un peu des facteurs de protection liés à la pratique d'activité physique, qu'elle soit légère ou modérée. Puis on montre aussi, nous, dans nos études, ces relations inverses-là, c'est-à-dire si j'augmente ma pratique d'activité physique, je diminue mes symptômes d'anxiété. Donc, on voit effectivement cette relation qui s'installe là. Par contre, il n'y a pas encore d'évidence scientifique qui sont capables de dire que c'est une cause à effet. Souvent, c'est beaucoup plus des relations entre deux variables, mais c'est quand même une bonne piste pour nous informer qu'il y a probablement des risques associés à la santé mentale et l'utilisation des écrans. Et ça peut exacerber aussi certaines prédispositions. Quelqu'un qui est timide va peut-être se concentrer davantage sur cette relation-là à distance qui est moins peut-être menaçante, mais il faut quand même développer ces habiletés-là. J'ai vu une question tout à l'heure, un commentaire, pardon, qui disait qu'il faut s'intéresser à ce que fait notre jeune. C'est tout à fait vrai. Il faut essayer de comprendre, quand on saisit un peu mieux le cycle des jeux vidéo, par exemple, ou de TikTok ou d'autres solutions, ben, c'est plus facile ensuite d'en parler, puis d'aborder, puis de décider à quel moment on est capable de faire des pauses aussi. On peut comprendre qu'un jeune qui est en plein milieu d'une bataille veut la compléter avant d'aller faire ses devoirs ou avant d'aller dehors en famille. Alors, et s'intéresser, c'est une bonne façon là, de pouvoir en parler, c'est évidemment.
Avant de passer à d'autres questions qu'on voit au clavardage, juste revenir sur la question de la santé mentale. Je veux vous annoncer en primeur qu'on va publier, 100 degrés va publier très prochainement un dossier spécial sur la santé mentale des jeunes dans lequel il y a toute une partie qui va porter précisément sur l'usage des écrans, les liens avec la santé mentale. Alors, vous voyez ici à l'écran là qu'il y a un lien que vous pouvez utiliser pour, dans le fond, vous inscrire et recevoir le formulaire, en fait, vous inscrire à l'avance. Comme ça, dès que c'est prêt, vous allez le recevoir en primeur. Et il va aussi y avoir un webinaire sur le même sujet le 13 avril. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire. C'est un webinaire qui va rassembler Mélissa Généreux, la Direction de santé publique en Estrie, René Ouimet du Mouvement Santé mentale Québec et Jean-Philippe Leblanc de l'organisme Face au vent. Alors, je ferme la parenthèse sur la question de la santé mentale, même si on pourra y revenir beaucoup plus longuement dans cet autre webinaire. Peut-être, Marianne, tout à l'heure, on demandait les références là, pour les méfaits. Là aussi, je vous réfère au site web de Pause où, quand vous allez dans la section des méfaits, les références sont inscrites. Merci. Et vous verrez dans la présentation que vous allez recevoir, le document de présentation, vous avez plusieurs liens à la fin là, pour avoir de l'information complémentaire. Dans les questions qui nous sont posées dans le clavardage, là, il y en a plusieurs, puis c'est tellement intéressant. Il y en a une que je pense que peut-être Félix pourrait répondre. Est-ce que vous êtes penché sur l'impact de l'enseignement extérieur sur la diminution de la sédentarité? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la diminution du temps écran? Je trouve ça intéressant parce que je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, tu as des collègues qui travaillent aussi sur la pédagogie en plein air puis l'enseignement extérieur. Tout à fait. En fait, c'est un collègue avec lequel j'ai fait une enquête pour documenter, faire un portrait des pratiques enseignantes en plein air au Québec. Puis, on avait une question spécifique autant aux titulaires de classe qu'aux enseignants en éducation physique. Donc, ce n'est pas juste les enseignants en éducation physique qui sortent à l'extérieur. Et la perception des enseignants, elle est vraiment, parce qu'on ne l'a pas mesuré quantitativement, mais que le fait d'aller à l'extérieur diminue la sédentarité chez les jeunes. Puis en fait, il y a beaucoup d'études qui supportent ça. Déjà, lorsqu'on passe de l'intérieur à l'extérieur, on augmente l'intensité de la pratique d'activité physique. Fait qu'on va même chercher, au-delà de l'effet qu'on peut avoir sur la sédentarité, l'effet qu'on peut avoir aussi sur l'inactivité physique chez les jeunes. Fait que si j'avais à faire des recommandations pour le milieu scolaire, bien, ça serait une de ceux-là, d'essayer d'utiliser de la pédagogie en plein air pour faire en sorte que les jeunes soient plus actifs au quotidien. Parce que ce que les études montrent, c'est qu'il y a une grosse portion de la sédentarité qu'on observe qui est due au milieu scolaire et qui n'est pas nécessairement reliée aux écrans toujours. Donc, il y a beaucoup de sédentarité à l'école. Donc, d'aller vers des pistes de solutions pour le milieu scolaire, c'est déjà, je pense, un premier pas pour essayer de contrer les effets de la sédentarité chez les jeunes. Merci, Félix. C'était une question qu'on avait reçue dans le clavardage de Jésabelle. Je n'ai pas toujours les noms complets des gens. J'ai vu une question qui me... Ah oui, il y a quelque chose qui a attiré mon attention parce que Guy, tu parlais du site de Pause. Quelqu'un est allé voir et est tombé sur ce dont tu parlais tout à l'heure, le contrat parent-ado. Mais elle disait, ça semble s'appliquer davantage au cellulaire. Est-ce qu'il y a des outils pour les jeux vidéo, parce que cette personne-là, son adolescent ou adolescente est accro aux jeux vidéo? En fait, rien n'empêche effectivement de l'étendre à différentes solutions parce qu'aujourd'hui, les écrans sont beaucoup portables. D'ailleurs, les compagnies de jeux vidéo rendent le plus possible là-dessus parce qu'avec ça, ils sont sûrs de les garder encore plus longtemps parce que c'est portable, tu l'as toujours entre les mains. Donc, oui, c'est facile de l'adapter aux divers écrans parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'écran, la télévision intelligente est également un écran sur lequel on a accès à des contenus. Netflix est aussi une solution qui peut devenir très captivante, peut-être trop parfois aussi. Tout à l'heure, je voulais aussi revenir, Félix l'a mentionné, mais l'exemple parental, c'est important, mais aussi la cohérence parentale, parce que parfois, un parent va dans 2 foyers différents et c'est important de tenter de s'entendre pour que les règles soient les mêmes dans les 2 foyers. Puis parce que c'est une réalité d'aujourd'hui quand même assez importante. Mais si le jeune avec qui vous parlez, puis que vous lui parlez, puis que vous êtes comme ça, c'est sûr qu'il n'aura pas beaucoup de... Votre message ne sera pas très, très crédible.
Ah, c'est vraiment intéressant, puis on pourrait continuer longuement parce qu'on a beaucoup d'autres questions qui nous sont posées par clavardage, mais bon, pour tous ceux d'entre vous qui voulaient en savoir plus sur le thème des écrans et de la sédentarité chez les jeunes ou ben, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à 100 degrés parce que nous allons bientôt accueillir un nouveau blogueur sur le site de 100 degrés, Félix Berrigan, qui va écrire des textes dans les prochaines semaines, prochains mois pour compléter l'information qu'on vient de vous présenter ici dans ce webinaire-là. Donc, on est très heureux de l'accueillir comme collaborateur. Et bien, évidemment, là, demeurez à l'affût, allez sur le site de Capsana aussi, vous allez trouver vraiment plein d'informations extrêmement intéressantes. Et là, j'attire sur votre attention sur, vous le voyez, la diapositive, c'est que ce travail-là, c'est, comme on l'a présenté au tout début, le fruit, dans le fond, de la collaboration entre des partenaires du comité écran et sédentarité de la table sur le mode de vie physiquement actif. Et vous voyez les noms des personnes qui sont impliquées de leur organisation. Vous avez aussi, donc ce sont toutes des organisations qui ont collaboré là, à ce beau projet et vous avez aussi l'adresse de Félix pour l'adresse courriel pour lui poser des questions si vous avez besoin de précision là, sur ce qui a été présenté aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant vous inscrire à notre webinaire sur la santé mentale des jeunes qui va être diffusé au mois d'avril. Et vous pouvez également vous inscrire pour avoir en primeur le dossier spécial sur la santé mentale des jeunes lorsqu'il va être prêt très bientôt. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre infolette 100 degrés. Vous allez être au courant des prochains webinaires ou des cours en ligne ou des événements qu'on va organiser. Alors, je veux remercier Guy et Félix pour votre présentation. C'est extrêmement intéressant. C'est un plaisir. Merci, un plaisir. Alors, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Vous étiez très nombreux. C'est un record pour 100 degrés aujourd'hui d'avoir, vous étiez plus de, je ne me souviens plus exactement, mais plus de 1000 personnes à vous être inscrits à ce webinaire. Alors, merci à tous et à ceux qui nous écoutent en différé. Merci également de nous avoir écoutés. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup.